Bien, le droit, c'est d'abord une pratique. C'est d'abord une pratique, c'est comme ça qu'on le voit. Le droit, c'est d'abord ce que font ce qu'on appelle des juristes. Eh bien, essayons de décrire ces pratiques dont le caractère juridique est indiscutable afin d'en dégager des traits caractéristiques et distinctifs. En droit, quelle est la première situation qui est emblématique de la chose juridique et qui occupe je ne sais pas combien de séries de télé, combien de films, parce que c'est quelque chose de vivant, il se passe quelque chose, c'est le procès. Donc je vais partir de la situation la plus évidente pour le non-juriste, de la situation la plus emblématique de la pratique juridique, le procès, qui est une situation conflictuelle. Alors là, les petits zigouigouis bleus, c'est le symbole de la colère. Et ça peut être la petite électricité qu'on lit dans le regard de celui qui est insatisfait. C'est aussi le symbole de la colère de Zeus, mais on évitera de se prendre pour des dieux. Serait-il grec ? J'ai pris un petit exemple, un peu badin, pour raisonner sur une première hypothèse de procès, qui sera un procès civil. Et on va le suivre, ce procès civil. On prendra un autre exemple, vous le retrouverez en page 2. Alors j'ai pris deux personnages, une jeune femme que j'ai prénommée Jeanne et un jeune homme que j'ai prénommé Louis. Et alors, ils sont tous les deux dans un espace partagé. Vous savez, il y a ça dans Paris, peut-être dans d'autres villes, ces rues assez petites où on peut circuler en voiture, à pied, en vélo, avec des règles. Généralement, les piétons, surtout lorsqu'ils ont un certain âge, trouvent cette situation très désagréable. Mais ce sont des espaces où circulent donc ces trois éléments et où il y a une certaine insécurité. Alors, mais dans ces espaces, il y a toujours un trottoir et une chaussée. Donc on ne sait jamais, est-ce que la chaussée est réservée, on ne sait pas trop. Et donc notre Jeanne est sur un vélo, à une allure relativement soutenue, et juste devant elle, le jeune Louis traverse brusquement cette chaussée dans l'espace partagé. Les deux se percutent et se font très mal, de sorte qu'ils sont l'un et l'autre très insatisfaits de leur situation. Louise trouve tout à fait injuste de souffrir le préjudice qui est le sien, des blessures, etc., parce qu'elle pense que c'est la faute de Louis qui a traversé n'importe comment, et Louis dit « mais non, c'est un espace partagé, donc piéton, j'étais prioritaire ». Bon. Situation banale que vous pouvez facilement imaginer. Qu'est-ce qui se passe ? Alors on peut imaginer que l'un des deux soit furieux et qu'une bagarre s'engage. Je l'ai déjà vu, vous l'avez déjà vu. Mais normalement, ce n'est pas ce qui va se passer. En tout cas, le droit ne l'autorise pas. On ne peut pas procéder à un règlement de compte. On ne se fait pas justice à soi-même. Premier grand principe juridique. Donc, que ce soit Louis, que ce soit Jeanne ou Louis, ni l'un ni l'autre ne peuvent se faire justice à eux-mêmes. Il n'y a pas de règlement de compte, et si Jeanne estime qu'elle doit être indemnisée par Louis, et inversement, l'un comme l'autre doivent en passer par un procès. Alors, imaginons que Jeanne débute les hostilités parce qu'elle est peut-être plus sérieusement blessée. Bien, Jeanne va probablement, si l'affaire a quelque importance, s'adresser à un avocat et elle fera procès à Louis. Quelques petits mots de terminologie tout de suite pour vous familiariser. On dit que dans ce cas, Jeanne sera demanderesse féminin de demandeur au procès.
Oui, je vous fais rentrer par la pratique. Après, on va avoir une définition plus générale. Donc, Jeanne va être demanderesse, féminin de demandeur. Si c'était Louis qui avait pris l'initiative, il serait demandeur. Louis, dans notre exemple, sera défendeur au procès. Et comme notre Jeanne, notre Louis, demanderesse et défendeur, vont requérir les services d'un avocat, ils auront l'un et l'autre, la notée, la subtilité, ils auront l'un et l'autre un défenseur. À ne pas confondre avec défendeur. Le défenseur, c'est pas toujours lui, mais le défenseur, en principe, c'est l'avocat qui assure la défense des parties au procès. Et donc, chaque partie au procès a son défenseur, que ce soit le demandeur, celui qui prend l'initiative du procès, que ce soit le défendeur, celui qui subit l'initiative du procès. Comment ça va se passer ensuite ? Bien, ensuite, il va y avoir une phase au cours de laquelle les avocats, en concertation avec leurs clients, Jeanne et Louis, les avocats vont rédiger ce qu'on appelle des écritures ou encore des conclusions dans lesquelles ils vont défendre la cause de leurs clients, la cause de Jeanne, la cause de Louis. Que se passe-t-il ? Que fait-on ? Qu'écrit-on ? Est-ce qu'on se contente de dire ce qui s'est passé ? Non. Non, parce que le droit, c'est une technique, c'est une pratique savante. Le droit ne se fait pas, ne se règle pas selon son bon sens de l'équité. Autrement dit, les avocats ne vont pas se contenter de dire « Oh, c'est injuste ! Il faut que ma cliente Jeanne soit indemnisée. » À quoi l'avocat Louis répondrait « Non, c'est injuste. » Non, ça ne suffit pas. Les deux avocats vont développer des arguments, et des arguments qui ne sont pas uniquement fondés sur l'idée de justice, des arguments qui ont une coloration technique. Les avocats vont invoquer des normes, des règles pour soutenir leur argumentation. Et dans notre affaire, toute simple, un certain nombre de difficultés juridiques vont se poser. Je ne peux pas résoudre le différend seulement, dit-on, en équité au regard de mon idée personnelle de justice. Je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas déconnecter le droit de la justice, mais ce n'est pas ma justice, c'est une justice objective qu'on peut partager les uns avec les autres. On verra comment on la construit, cette justice objective. Mais on ne peut pas se dire « Ah, c'est juste, c'est pas juste », ça, c'est un peu juste, en notre sens du terme. Donc, pour que ce ne soit pas arbitraire, on va faire référence à des normes générales qui sont les mêmes pour tout le monde. Ce qui pose un certain nombre de difficultés. D'abord, quelles normes ? Est-ce que je vais chercher la règle dont je vais discuter de l'application dans le Code civil, dans le Code de la route, peut-être dans le Code de la consommation, si on explique que le vélo qu'on a acheté a eu un dysfonctionnement. Où vais-je trouver le texte ? Première question. Ensuite, une fois... Alors le texte, on va résoudre la difficulté assez vite. A priori, on va le prendre dans le Code civil. Et alors, l'exemple, je pense qu'on a déjà dû vous le citer, mais c'est l'exemple de première année qu'on prend toujours, et il est très bon, donc ça n'a rien d'en changer. On va chercher l'article 1240 du Code civil, qui s'appelait autrefois, qui portait autrefois le numéro, autrefois c'est avant 2016, le numéro 1382. Et cet article 1240 dit une chose toute simple: tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, c'est pas la peine de l'écrire, c'est dans le Polycope,
tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Donc j'ai une règle qui me dit, je reste sur l'hypothèse simple, Jeanne est demanderesse, Louis est défendeur, et il s'arrête là, il ne fait que se défendre. L'avocat de Jeanne va dire, je vais faire application de cet article 1240 et je vais donc démontrer 3 choses. Que Louis a commis une faute en traversant sans regarder, que, à la suite de cette faute, Jeanne a subi un préjudice, 2e chose à établir, et 3e chose, qu'il y a bien un lien de causalité entre la, entre guillemets, faute de Louis et le préjudice subi par Jeanne. Et vous voyez que l'énoncé de cette règle qu'on va devoir appliquer suscite déjà 3 questions au moins pour être appliquée. D'abord, l'interprétation de la règle. C'est quoi une faute ? Elle est où la faute ? L'avocat de Jeanne va dire « Louis traverse n'importe comment ». Mais l'avocat de Louis va dire « c'est un espace partagé ». Donc a priori, dans un espace partagé, on protège le plus faible. Celui qui a la priorité, c'est le plus vulnérable, c'est le piéton. C'est Jeanne qui est en faute d'arriver trop vite sur une zone où elle n'est pas prioritaire. Donc déjà, première discussion sur l'interprétation du texte. Le juriste est un homme qui interprète en permanence les textes. Et puis ensuite, si j'ai interprété la règle en disant oui, il y a faute à se comporter de telle ou telle manière dans un espace partagé, il va falloir dire, mais est-ce que les faits dont j'ai connaissance correspondent bien à cette définition de la faute qui a été élaborée ? C'est un problème non plus d'interprétation, mais de qualification des faits. Et puis, 3e problème, il va falloir les prouver, ces faits. En droit, on dit, il y a un vieil adage, alors on le dit en latin, on dit en latin « idem est non esse aut non probari », ce qui veut dire en français, en droit, c'est la même chose de ne pas être que de ne pas être prouvé. Donc quand on dit quelque chose en droit, ça n'est rien si on n'est pas en mesure de le prouver. Donc à la fin des Écritures, à la fin de ces conclusions, les avocats explicitent leur demande et donc dans notre exemple, Jeanne va demander des dommages et intérêts, de l'argent pour compenser ses préjudices, le fait qu'elle a été hospitalisée, qu'elle a été arrêtée dans son travail, qu'elle a perdu des revenus, qu'elle a subi un préjudice moral, etc., etc. Vous verrez tout ça en responsabilité civile, mais vous avez une petite idée de ce qu'on peut demander et elle va le chiffrer. Ensuite, donc je suis le cours de mon procès, vient le moment des plaidoiries. Vient le moment des plaidoiries, et ce moment, je vous le disais tout à l'heure en vous parlant de l'utilité de l'oralité, eh bien c'est le moment dans le procès civil où l'oralité joue son rôle de rendre vivante la situation dont les juges ont à connaître. La rendre vivante, la rendre vivante pour persuader les juges de ce que la solution qui est techniquement, que chacun des 2 avocats juge techniquement la plus appropriée, que cette solution, par ailleurs, est juste. Et c'est là que compte énormément, que compte l'éloquence de l'avocat pour susciter le sentiment de justice,
pour convaincre que la solution technique est aussi une solution juste, il faut faire preuve d'éloquence. C'est quoi l'éloquence ? C'est l'art de persuader. C'est l'art de persuader par le discours en suscitant les émotions de celui qui écoute. C'est ça l'éloquence. Donc c'est trouver les arguments qui, au-delà des textes, peuvent emporter la conviction. On s'appuie sur les textes parce que le droit est une technique, mais on essaye d'aller au-delà du texte pour emporter la conviction, faire croire, faire convaincre que la solution est juste. Alors, vous me direz, dans un procès comme celui que je prends en exemple, il n'y a pas matière à faire un grand numéro d'éloquence sur un accident de bicyclette sur un espace partagé dans une petite ruelle du centre de Paris. Mais imaginez que les personnes accidentées sont un peu connues, même très connues. La presse va s'en emparer. Il y aura du monde à la salle d'audience. Peut-être que l'un des deux était sous l'emprise de toxiques, comme disent les hospitaliers, de drogue ou d'alcool. Vous voyez, déjà, on peut faire un débat qui peut sentir un peu plus le soufre et une audience qui suscitera l'attention. Donc, si tel est le cas, il faudra d'autant plus être éloquent. Qu'est-ce qu'on peut plaider si on est, par exemple, l'avocat de Louis, dont on met en cause la faute? Bien, on peut dire, mais, Monsieur le Président, Madame la Présidente, en réalité, le seul responsable de cette situation, ça n'est pas Louis, c'est la puissance publique qui a le ridicule de mettre sur la même chaussée des piétons, des vélos, des automobiles, plus des motos, plus des trottinettes, plus des vélos électriques et je ne sais quoi encore. Évidemment que les pouvoirs publics ont tout fait pour créer une situation accidentogène. Donc le vrai responsable, c'est la puissance publique et vous êtes en train de faire supporter à mon client une responsabilité qui n'est pas la sienne. Vous vous trompez. Vous vous trompez de coupable, vous vous trompez de responsable. Le seul responsable est absent de la salle d'audience. Donc de grâce, évitez la faute et laissez-le tranquille. Et je demande le rejet des prétentions de la partie adverse. Et vous voyez que, en disant cela, on se dit « Ah tiens, on a déplacé le débat. » Je ne dis pas que ce que je dis, ce que je propose soit stratosphérique, mais on a fait entendre une petite musique qui n'est pas dans les textes et qui sonne quand même à peu près juste. On dit oui, c'est vrai, c'est notre vie quotidienne telle qu'elle s'organise aujourd'hui à l'heure du changement climatique, des nouvelles mobilités, et donc on ne peut pas faire payer à un individu un choix politique et des choix de la puissance publique qui sont de nature à créer ce type de situation. C'est la faute, à pas de chance. C'est la faute, en tout cas, peut-être à la puissance publique qui est si mal prise. Donc ne le condamnez pas. Vous voyez comment on peut, avec un peu d'éloquence ici, aller chercher la solution au-delà de la technique, mais sans dire n'importe quoi. Et ça s'apprend au fil du temps. Les plaidoiries s'achèvent, les juges délibèrent, et ils vont rendre une décision qui, alors, c'est un peu formel, mais ce que je vais dire reflète la structure de la décision qui va prendre la forme de ce qu'on appelle le syllogisme judiciaire. Vous savez tous ce qu'est un syllogisme. Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Tous les hommes sont mortels, c'est la majeure. Socrate est un homme, c'est ce qu'on appelle la mineure. Donc Socrate est mortel, c'est la conclusion. Ok ? C'est clair pour tout le monde ? D'accord. Alors on va faire ça, mais en droit. Et le juge, même si ce n'est pas exactement présenté comme ça, le juge posera dans sa décision la norme générale. Notre fameux article 1240, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Et dans cette majeure, il n'y aura peut-être pas qu'une phrase, le juge va préciser l'interprétation qu'il y a lieu de donner à ce texte dans une configuration qui ressemble à celle à laquelle le litige, à celle du procès. Dans la mineure, le juge va exposer les faits qui sont à l'origine du procès, et dans cette mineure, le juge traitera, en exposant les faits du procès, de ces deux questions que j'évoquais tout à l'heure, la preuve des faits, voilà les faits établis, et puis la question épineuse en droit, et on y reviendra, et vous y reviendrez toute votre vie de juriste, la qualification, savoir si ces faits litigieux correspondent bien à la faute telle qu'elle a été définie dans la majeure. Et ensuite vient la conclusion. Si le juge considère que c'est une faute qui a été commise par Louis, le juge, dans sa conclusion, dira, en conséquence, Louis est responsable de l'accident subi par Jeanne et il devra l'indemniser. Ce jugement est ce qui va nous permettre de passer de la norme générale, notre article 1240, à la décision finale, qui, elle, est une norme individuelle, parce que cette norme concerne exclusivement Jeanne et Louis, Louis tenu d'indemniser Jeanne. Donc cette décision de justice, cette norme individuelle, ne s'appliquera qu'à ces deux-là, expressément visés par le jugement, l'un condamné à verser de l'argent, des dommages et intérêts à l'autre. Ça ne suffit pas totalement pour que le procès s'achève comme attendu. Alors, la conclusion peut être l'inverse. Le juge peut dire, en fait, il n'y a pas de faute, et donc Louis ne doit rien à Jeanne. Ce sera la conclusion contraire. Restons sur l'hypothèse où Louis est condamné. Jeanne est très contente. Ah, je l'ai fait condamner. Mais il y a un peu d'argent, donc ce serait bien de pouvoir recouvrer la somme d'argent, de pouvoir obtenir paiement de cette somme d'argent. Donc il faut de la contrainte. Alors, contrairement à ce que vous pouvez penser, la plupart des décisions de justice s'exécutent spontanément. Curieux, mais comme quoi la paix civile, le sens du collectif finit par l'emporter. On a beau être très déçu, on a beau être condamné, souvent on paye. Alors évidemment qu'on paye, parce que si on ne le fait pas, il y a malgré tout la crainte de ce qui va se passer, d'une contrainte, d'une mise à exécution forcée de la décision de justice. Alors la mise à exécution forcée, comment ça va se passer ? Vous le savez à peu près. C'est ce qu'on appelait un huissier autrefois, aujourd'hui un commissaire de justice, qui avec le jugement va pouvoir faire exécuter la décision, par exemple en saisissant le compte en banque de Louis pour y prélever la somme d'argent due à Jeanne. Et personne ne peut s'opposer à ça, parce que l'huissier est ce qu'on appelle un officier public, il peut mobiliser la force publique, on doit lui obéir. L'huissier, c'est le policier de la matière civile. C'est l'équivalent de l'officier de police, mais en matière civile. Donc il n'y a pas besoin d'emprisonner le débiteur, mais il y a juste besoin de saisir ses comptes, donc il n'y a pas besoin des forces de police, un huissier suffit. Qu'est-ce qu'on voit apparaître ? Je termine. Cette exécution forcée, vous comprenez que c'est la contrepartie de l'interdiction de se faire justice à soi-même. On ne peut pas interdire aux individus de se faire justice à eux-mêmes si, en contrepartie, l'État, à travers sa justice comme institution, ne leur offre pas une solution pour obtenir justice au sens commun du terme. Donc pour que
le droit et la justice soient crédibles, il faut bien qu'à la fin, il y ait une contrainte. Qu'est-ce qu'on voit apparaître dans cette pratique, dans cette situation de procès qu'on peut considérer comme des traits distinctifs de la chose juridique du droit? D'abord que les différends se règlent par le discours et pas par la force, pas avec les mains. Portalis, qui est un nom que vous allez souvent entendre, qui en 1804 est l'un des principaux artisans de la rédaction du Code civil, Portalis dit « Il faut, en cas de différend, que l'État donne aux citoyens des magistrats pour éviter qu'ils n'en viennent aux mains. » En droit, on ne se bat pas, ou si on se bat, c'est avec des mots, et avec des mots qu'on puise, pas n'importe où, dans des normes générales. Du discours, des normes dont l'éloquence doit permettre de montrer qu'elles répondent malgré tout à un idéal de justice. Ce qui singularise le droit est que cette éloquence est destinée à faire apparaître que la technique juridique permet de conduire à une solution qui est juste. Et puis à la fin, autre élément distinctif qui est propre au droit, la contrainte, qui elle est garantie par la force publique. Je reste sur cet exemple du procès, je le décline en y ajoutant une pincée de sel qui va nous faire passer du procès civil au procès pénal. Je vais passer assez vite parce que vous allez voir que même si les choses s'exagèrent dans le procès pénal, on y retrouve ces ingrédients. On passe par le discours, pas par la force. On discute de normes générales pour passer à la norme individuelle. On le fait avec éloquence pour susciter l'idée de justice, pour faire appel à l'idée de justice, et le tout se termine par une décision assortie d'une contrainte. Quoi qu'il en soit, en matière pénale comme en matière civile, on retrouve ces traits distinctifs, discours, normes, justice, contrainte. La définition que je propose de retenir est donc la suivante. Le droit est donc d'abord une pratique savante, conduite par des professionnels, aux fins de traiter de situations qu'appréhendent des normes générales et individuelles, inspirées par un idéal de justice et dont le caractère contraignant assuré par l'État est le garant de la paix civile. Ouf, c'est fini. C'est un peu long. C'est pas très éloigné de celle qui est retenue dans différentes introductions. Mais vous voyez qu'ici, au lieu de commencer par les normes, je commence par la pratique. Et c'est ça qui me paraît important. Et puis, ce qui me paraît, ce que j'ajoute, et on va voir ce qu'on y met, c'est la notion d'idéal de justice qui, généralement, apparaît assez peu dans les définitions et qu'à mon avis, on ne peut pas éluder. Alors, on verra comment cet idéal de justice se construit juridiquement. Il y a une façon juridique de concevoir ce qu'est cet idéal de justice.